Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. L'exil. Le trajet du village à Alger s'effectua en 3 étapes, dans un état d'esprit émotionnellement complexe. Je ne réaliserai que des décennies plus tard la gravité psychologique de l'expérience traumatisante vécue la veille. À Mariz, village situé à 3 km de chez nous, Siwamara nous a confié Moussa et moi à mon cousin Salah. Assis sur le dos de son vieil âne, il lui a transmis les consignes de nos mamans respectives qui avaient décidé de nous éloigner de la région, et lui a fait part de nos destinations. Le visage blême, il montra Moussa d'un geste expressif de la tête et lui dit d'une voix à peine audible. « Tu le laisseras dans le magasin du village de son oncle à Tizi Ouzou, et lui, me désignant du doigt, tu l'emmèneras chez son père à Alger. » Une fois qu'ils se furent expliqués à notre sujet, Siwamara dit à mon cousin d'une voix brisée que je ne lui connaissais pas. J'ai vécu des situations difficiles dans ma vie, mais celle d'hier était encore plus cruelle par sa brutalité et son injustice. Le village entier a vécu une expérience inhumaine, avait-il ajouté d'une voix triste et un regard errant. Puis, d'un geste las de son bras prolongé de sa canne, il a fait signe à son âne de faire demi-tour pour reprendre le chemin de notre village. Il nous a quittés sans un mot de plus mais avec une grimace de lassitude, un regard oblique et triste qu'il adressa à Moussa. Je ne l'ai plus jamais revu. Mon cousin Salah, Moussa et moi avons parcouru le début de notre trajet dans une atmosphère lourde et morose. Une fois de plus, le malheur s'était abattu sur nous sans mise en garde. Nous avons rejoint la route goudronnée, 2e étape de notre voyage après une marche d'environ 5 km. Depuis que nous avions quitté nos mères, nous n'avions pas parlé malgré les innombrables questions de Salah pour nous faire relater ce qui s'était passé le jour précédent chez nos voisins. Moussa, lui, a raconté que les soldats avaient tué 8 maquisards dans la casemate qu'ils avaient découverte chez Ali Bekar et à la sortie du village, une jeune fille qui avait essayé de fuir les séances de viol qu'elle subissait à chaque ratissage. Ils ont fait prisonnier Sadi Doulam et Aline Saïdou Mokran, dit-il en poussant un soupir de tristesse. Il a marqué un long silence avant d'ajouter. Ils ont aussi emmené sur un brancard sa cousine, Nora parce qu'elle ne pouvait pas marcher à cause de la torture que les soldats lui ont fait subir. Quand il a voulu savoir si nous connaissions les défunts, mon copain, âgé de 11 ans lui aussi, a répondu qu'il y avait parmi eux Ali Bekar, notre voisin. Les autres je ne sais pas, je n'y étais pas. Et me montrant d'un hochement de tête, il enchaîna. C'est lui qui les a vus, en aidant les soldats à creuser pour élargir la bouche de la casemate parce qu'ils n'arrivaient pas à y entrer pour sortir les cadavres. Se tournant vers moi, Salah m'a demandé avec une curiosité plus excitée et un regard plus vif provoqué par ce qu'il venait d'apprendre. « Alors tu as vu les cadavres ? Tu les as reconnus ? Qui étaient-ils ? » Je lui ai répondu avec difficulté que je ne savais rien. « Mais si, raconte, il y en avait combien ? » J'ai de nouveau répondu qu'il n'y avait rien d'élégant à raconter, je n'avais rien vu et je ne me souvenais de rien. J'avais même envie de le supplier de parler d'autre chose et de me laisser tranquille car depuis hier je n'étais rien, je n'existais plus. Cependant, j'avais encore assez de lucidité pour m'apercevoir que j'existais grâce à cette obligation de marcher. En revanche, quelque chose avait changé en moi puisque je n'avais plus peur, je n'étais plus angoissée et tout m'était indifférent. Néanmoins, je sentais passer des frissons du froid de la mort et de temps en temps une brève panique me saisissait, raidissait mon corps et envahissait ma tête des images de corps décapités, de leurs vêtements mouillés et de leurs membres enfouis sous la terre humide. L'odeur de la mort n'arrivait pas à me quitter. Je pouvais entendre les hurlements brutaux des soldats suivis des tirs et des sifflements stridents des balles. Le tout se perdait dans des pensées bizarres, floues et incohérentes. Quand j'ai réussi à retrouver mon équilibre homéostatique, je me sentais inerte et avais à peine assez de force pour marcher, respirer, parler et exister. J'avais mal à la tête et à la mâchoire supérieure. Les yeux me piquaient comme si j'avais pleuré. Ma bouche était anormalement sèche et ressentait un goût insolite et tiède qui ne m'avait pas abandonnée depuis que je m'étais réveillée ce matin-là. J'ai quand même trouvé un peu de force pour me demander si ma vie était brisée à jamais, et si, comme disent les adultes, ces événements allaient me rendre fou.
N'obtenant pas de réponse détaillée, Salah dit qu'il savait que pour un petit village, nous avions vécu une journée des plus tragiques. Levant la tête vers le ciel, il a ajouté « Que Dieu ait leur âme. La révolution leur sera reconnaissante, ils iront droit au paradis. » Puis il a continué. Je comprends pourquoi Siwamara avait une drôle de mine. Il n'a plus rien dit sur ce sujet. Nous avons ensuite pris l'autocar jusqu'à Tizi Ouzou, où nous avons laissé Moussa dans un magasin de sacs de grains de tout genre. Salah lui a dit qu'il allait être récupéré par son oncle dans la journée. Moussa acquiesça silencieusement de la tête sans lever les yeux. Au moment de nous quitter, nos regards froids et ternes se sont croisés. Ensuite, nous nous sommes séparés avec détachement et indifférence. Je crois que notre impassibilité était déclenchée naturellement par l'appréhension liée à l'incertitude du lendemain qui nous attendait, chacun sur son chemin. Nous ne nous reverrons que 5 ans plus tard. Cette absence de sentiment de part et d'autre était sans doute le contre-coup des événements sanglants devenus trop fréquents depuis le début de la guerre. Il est probable que cet étourdissement chronique avait rongé notre sensibilité et nous avait plongés dans une détresse qui ne cessait d'empirer après chaque violent ratissage. En ce qui me concerne, j'avais senti que celui d'hier avait dévoré le résidu de mon énergie émotionnelle. Il était la goutte d'eau trouble et frémissante qui avait inondé le peu de sensibilité que j'avais réussi à préserver jusqu'à ce jour. Au moment de sortir du magasin, je me suis retournée pour dire au revoir à mon copain. Les mots ne pouvaient pas sortir, j'avais la gorge serrée. Je découvrirai plus tard que c'était à cause de la détresse. Une sensation de vide et de fragilité indéfinissable me gagna. J'ai regardé discrètement mon cousin, comme pour apaiser la faible émotion passagère que je venais de ressentir. J'ai suivi Salah qui avançait d'un pas rapide dans la rue principale de la ville. « Nous allons à la gare pour prendre le train », me dit-il, parce que les voyageurs n'y sont pas incommodés par des contrôles de barrages militaires. Les autocars reliant Tizi Ouzou à Alger sont fouillés à la sortie de chaque ville, conclut mon cousin âgé d'à peine une vingtaine d'années. Le train était bondé de Kabyles. Salah a trouvé 2 places assises à l'entrée du wagon. Dès le début du voyage, j'ai été plongé dans un assoupissement profond et épouvantable. De temps à autre, des voyageurs me réveillaient en me heurtant à leur passage avec leurs bagages, de lourds cartons et de gros sacs encombrants et ventrus. À chaque réveil, j'essayais de rester lucide pour ne pas replonger dans les rêves cauchemardesques qui envahissaient mon esprit pendant cette catalepsie. Dès que le train repartait, je m'enfonçais de nouveau, malgré moi, dans un sommeil artificiel entraîné par le bruit régulier de ses roues. Alger terminus. Terminus, tout le monde descend, hurlait une voix portée par ce que je croyais être des entonnoirs et qui résonnait comme celle d'un monstre. Nous sommes arrivés à la gare d'Alger, terminus de notre train, après presque 4 heures de voyage marquées par de longs et interminables arrêts. Nous y sommes, a dit Salah d'un ton soulagé. En descendant du train, j'ai senti une brise froide frapper mon visage. Elle avait une odeur forte et un goût salé différent de ceux que je connaissais. Une fois sorti de la gare, dans l'obscurité qui commençait à tomber, Salah m'a demandé de le suivre et surtout de ne pas le quitter des yeux. Parce qu'il y a trop de monde et tu risques de t'égarer, m'a-t-il expliqué d'un ton vigoureux. J'ai acquiescé comme je l'avais fait pour toutes ses recommandations, depuis que nous étions partis le matin. Il avançait d'un pas rapide comme le reste de la foule. Je le suivais du plus près possible, en courant pour ne pas le perdre de vue. Tout le monde avait le visage dur et fermé, et semblait être pressé. Nous avons quitté le quartier de la gare, et nous avons monté par un petit tunnel, l'escalier de quelques dizaines de marches qui nous a fait aboutir sur une place où de nombreux cars étaient en stationnement. « C'est le bastion », m'a dit mon cousin de plus en plus détendu. Nous avons continué à monter d'autres marches avant d'arriver dans un grand square. Là, c'est le square Bresson. Retiens bien ce nom parce que ce sera ton point de repère pour aller à l'hôtel, me dit-il. J'ai répondu par un oui ferme, comme pour me rassurer. J'ai regardé à droite et à gauche, attiré par l'apparence des différentes couleurs et la beauté architecturale des bâtiments que je trouvais phénoménaux. Emporté par cet ébahissement, j'ai regardé derrière moi. J'ai découvert un bassin géant d'où venait le spectacle magnifique des reflets de la lumière des lampadaires qui venaient de s'allumer.
Ils embellissaient la nuit qui venait de tomber. Salah, qui s'était retourné pour la énième fois pour vérifier si je le suivais, avait deviné mon ébahissement et m'a dit « C'est la mer », en ajoutant « Dépêche-toi, je te ramènerai demain pour mieux la voir, maintenant il fait nuit, tu ne verras pas grand-chose. » La mer. J'avais déjà entendu parler de la mer mais je ne l'imaginais pas aussi vaste avec un rivage aussi animé. Nous sommes entrés dans le square où je fus surpris par le jacassement de milliers de moineaux et toujours par l'agitation de cette foule hétérogène, des jeunes, des hommes âgés, des Français, des Arabes et même des femmes camouflées derrière un drap blanc. Il y avait aussi quelques femmes qui marchaient sans voile et habillées de jupes comme mon ancienne institutrice, Madame Lopez. Tout le monde était résolument pressé et allait dans tous les sens, dans un désordre inconcevable. J'ai levé la tête pour regarder les oiseaux, mais ils étaient cachés dans les branches des arbres plantés en rangées, d'un alignement parfait et à des distances régulières. En baissant la tête, mon attention a été arrêtée brusquement par 2 soldats qui marchaient côte à côte vers nous, leurs mitraillettes en bandoulière. Les voyant avancer dans notre direction, je me suis arrêté, paralysé par la peur qui venait de m'étreindre. Ils avaient des taches de sang éparpillées sur l'ensemble de leur tenue. J'ai pensé qu'ils venaient de sortir d'une embuscade, où ils avaient dû aider à transporter leurs camarades blessés. Pourvu qu'ils ne se vengent pas tout de suite. Ils auraient pu changer de tenue. Ils n'avaient peut-être pas eu le temps. Un flash du bras du cadavre enseveli et du corps exsangue inerte de la casemate a traversé mon esprit, suivi de l'image du corps inerte, allongé devant la porte que tous les soldats enjambaient. La guerre doit être aussi sanglante dans cette ville que chez nous dans les montagnes. Pourquoi maman m'a-t-elle envoyé ici en pareil cas ? Soudain, j'ai senti la main de Salah saisir mon poignet. Il avait brutalement tiré mon bras, faisant basculer tout mon corps vers lui en murmurant « Tu veux nous faire passer un mauvais quart d'heure ou quoi ? Ce sont des soldats parachutistes, les plus impitoyables de l'armée coloniale. Il ne faut ni les regarder ni leur parler. » J'ai subi la secousse sans réagir. Il ne m'a plus lâché la main, et m'a gardé collé à lui pendant les quelques centaines de mètres qu'il nous restait à parcourir. Nous avons quitté le square, et nous avons pris une rue large où quelques magasins, aux vitrines illuminées et gaies par leurs couleurs variées, commençaient à baisser leurs rideaux. Une 50aine de mètres plus loin, Salah a lâché mon poignet le libérant ainsi de son étreinte. Nous sommes arrivés. C'est la rue Médée, m'a-t-il annoncé avec un soupir de soulagement. Nous l'avons empruntée pendant une 30aine de mètres dans une obscurité que les rayons de lumière venant des magasins et des fenêtres des appartements tamisaient. Elle était d'une largeur d'à peine 2 mètres avec quelques détritus par-ci, par-là. J'étais frappé par la couleur gris foncé des murs d'une hauteur immense et l'absence de fenêtres le long de tout le côté gauche, alors qu'à droite une vie se devinait à travers les innombrables lucarnes éclairées. Devant l'entrée de l'hôtel, il a enlevé son chapeau de paille et m'a regardé avant de me dire d'un ton satisfait et en poussant de nouveau un long souffle de répit. « Voilà, c'est ici qu'habitent ton père et les cousins. » Nous sommes entrés, empruntant le couloir d'une 10aine de mètres en forme de tunnel sans lumière avant d'atteindre la minuscule réception de l'hôtel. « Salam alikoum. Que la paix soit avec vous, » a dit Salah au réceptionniste à peine visible tant la lumière de l'ampoule qui pendait au-dessus de sa tête était faible. Il était assis derrière une table avec à sa droite quelques journaux qu'il avait dû lire et relire maintes fois. « Salam, que puis-je faire pour vous » a répondu sans enthousiasme l'homme âgé d'une 50aine d'années. Il était chauve et portait une fine moustache. Sans avoir attendu la réponse de Salah, il a ajouté « On est complet. » D'un ton calme, mon cousin lui a dit « Nous voulons voir Monsieur Kodish. »« Lequel ?» a-t-il demandé en nous regardant par-dessus le cadre de ses petites lunettes. Son père, a rétorqué Salah. Oui, mais qui est son père, Mohamed Ouammar, Mohamed Moussa ou Mohamed Dareski? C'est lui, c'est mon père. L'ai-je interrompu d'une voix timide, content et réconforté d'entendre son prénom. Ah, tu es son fils, il n'est pas là mais il ne va pas tarder. C'est à cette heure-ci qu'il rentre avec tes cousins, me dit-il d'une voix neutre, en me regardant toujours par-dessus ses lunettes mais avec maintenant un sourire aux lèvres à la fois sympathique et rassurant. Il y a eu un moment de silence et de regard peu expressif et indécis,
entre les deux adultes, l'un remettant son chapeau, l'autre enlevant ses petites lunettes rectangulaires. Cette situation incommode, qui dura quelques minutes, m'inquiéta et me mit mal à l'aise. « Nous allons l'attendre dehors », a dit d'un ton incertain mon accompagnateur. J'étais déçu de ne pas trouver mon père présent, et de ne pas voir cette longue journée arriver à terme. Nous nous sommes mis à guetter les passants devant la porte de l'hôtel, avec l'espoir de voir mon père apparaître dans un court instant. Je dévisageais avec une anxiété croissante, chaque homme ayant une taille et une allure semblables à la sienne. Dans cette rue sinistre, étroite et emmurée, un vent froid soufflait comme dans un tunnel au point de ralentir l'élan des quelques hommes qui montaient et descendaient avec précipitation, la tête enfoncée dans les épaules, le visage crispé. Plus d'une vingtaine d'années plus tard, j'ai repensé à cette scène en découvrant le courant d'air du métro londonien provoqué par l'arrivée de ces trains. J'étais épuisé de fatigue physique et mentale par cette journée sans fin. Le vent qui n'arrêtait pas de bourdonner me donnait froid. J'avais le cœur serré par l'angoisse, la perplexité de l'accueil peu convivial de l'hôtelier et la déception de ne pas avoir trouvé mon père présent. Malgré la tension psychologique de l'inconnu que me réservait la nuit, et l'incommodité du moment, j'ai retrouvé pour la première fois depuis que j'étais parti le matin la faculté de penser clairement à maman. J'aurais aimé qu'elle sache que j'étais arrivé en bonne santé, pour la rassurer. Pendant quelques secondes, je me suis mis à dialoguer avec elle. Je lui ai dit que j'étais arrivé chez mon père, que j'allais bien et que je ne manquais de rien. Je lui ai demandé de transmettre la nouvelle à ma deuxième maman, Nana Fasma. Comme je venais de réaliser qu'elle ne pouvait pas m'entendre, j'ai décidé de faire intervenir les anges, les amis de maman, pour servir de messagers. Je les ai suppliés de lui transmettre notre conversation. Cette décision m'a procuré une brève sensation de bien-être, l'unique depuis plus de 24 heures. Au moment où je commençais à trouver le temps long, j'ai aperçu la silhouette de mon père et celle de mes deux autres cousins arriver avec une descente de lit qu'ils tenaient à la main gauche et sous le bras droit de chacun, un tapis roulé et attaché avec de la ficelle. J'étais content et soulagé de voir mon père avancer vers nous, même si son regard et l'expression de son visage exprimaient l'inquiétude qui s'avouait de plus en plus au fur et à mesure qu'il s'approchait. En nous apercevant, tous les trois avaient ralenti le pas comme pour retarder la nouvelle qui ne pouvait qu'être mauvaise. Ils avaient échangé quelques mots en nous regardant d'un air terriblement angoissé. Mon père avait une physionomie qui exprimait la surprise. Il me regardait avec un grand étonnement qu'il essayait de dissimuler. Je ne savais pas comment interpréter son attitude peu accueillante. Il a anxieusement demandé sans attendre à Salah de lui donner des nouvelles du bled. Mon cousin lui a répondu qu'il n'y avait rien de grave, que la famille allait bien mais que lui-même n'était pas très au courant des détails des événements qui s'étaient produits hier dans notre village. Mon père, soulagé, a écouté Salah avec délivrance puis il a chuchoté des remerciements à Dieu de nous avoir épargnés. Tout ce que je sais, c'est que ton fils a aidé à déterrer les cadavres d'une casemate, avait ajouté mon cousin. Demain je te raconterai davantage ce qui s'est passé. Pour le moment, il nous faut un endroit pour dormir car le concierge de votre hôtel nous a dit qu'il est complet, conclut-il d'un ton inquiet. Mohand Ouamar est intervenu pour dire qu'il allait s'arranger avec le patron de l'hôtel pour qu'on partage leur chambre. Pendant que mon père discutait avec Salah, mes deux cousins, plus jeunes que mon père d'une quinzaine d'années, m'ont emmené dans le café-restaurant de l'hôtel et ont commandé des frites et du foie en brochette pour moi et pour eux, un plat de haricots blancs chacun. J'ai mangé les frites et le pain sans avoir touché au foie faiblement cuit, qui dégoulinait de sang. Sa vue me répugnait singulièrement sans savoir pourquoi. « Mange la viande, on l'a commandée pour te donner des forces », disait Mohand Ouamar. « Et des muscles ?» complétait Mohand Moussa, étant convaincu que je refusais de la manger par timidité. Ils avaient continué à insister alternativement, avant de me soumettre à un interrogatoire sur les événements qui m'avaient poussé à décamper, comme Mohand Moussa l'avait formulé avec sarcasme et moquerie. À tour de rôle, animés par l'enthousiasme de la curiosité, ils m'ont posé une douzaine de questions différentes sur ce qui s'était passé la veille. À chaque question je répondais, comme si j'étais réglé, par la même réplique ponctuée par un moment de silence qui semblait les gêner. Un silence qui me permettait un répit de quelques minutes, pendant lesquelles je souhaitais que Salah vienne prendre le relais.
Chaque réponse agaçait un peu plus Mohand Ouammar qui tournait la tête tantôt à droite, tantôt à gauche. Mohand ou Moussa était exaspéré et n'arrêtait pas d'échanger des regards obliques et peu discrets de complicité avec notre cousin, assis à côté de lui. Tous deux devenaient de plus en plus mi-moqueurs, mi-interrogateurs et irrités par mon attitude passive. La chasse à l'information a continué. Cela s'est passé où ? Je ne sais pas, ai-je répondu d'une faible voix. De quelle caserne étaient les soldats ? Je ne sais pas. Tu as vu combien de cadavres ? Je ne sais pas, en espérant que c'était leur dernière question. Ils étaient combien dans la casemate ? Je ne sais pas. Qui est El Kabit, le renégat qui les a donnés ? Y avait-il le traître Ali le Chinois avec les soldats ? Pourquoi était-ce toi qu'ils ont choisi pour creuser ? Y avait-il beaucoup d'armes dans la casemate ? Ont-ils fait des prisonniers ? Y a-t-il eu des morts ou des blessés chez les soldats ? Etc. Je ne sais pas, ai-je répliqué sèchement. J'avais une forte envie de leur dire « Foutez-moi la paix ». Vous ne comprenez pas que ma tête est défaillante depuis hier, mais je n'en avais ni la force ni le courage. Je leur ai demandé si on pouvait rejoindre mon père et Salah. Mohand Ouammar m'a répondu qu'il fallait les attendre parce qu'ils venaient dîner avec nous. Ce furent les seuls mots que j'ai prononcés de toute la soirée en leur compagnie au restaurant. Mon père et Salah nous ont enfin rejoints. J'étais content de les voir arriver, car je savais que leur présence allait mettre fin à l'interrogatoire maladroit et inapproprié que je subissais. Alors que Salah s'était mis à décrire en détail certains événements récents, les prouesses des maquisards et les brutalités des soldats, mon père, lui, examinait le petit couffin que ma mère m'avait remis avant de la quitter. Il m'a demandé ce qu'il y avait dedans. J'ai répondu que je ne savais pas. Il m'a ensuite demandé si tout le monde allait bien, et si Taïb, mon petit frère, avait grandi. J'ai répondu qu'il marchait. Il a souri et à son tour, a commandé un plat de haricots blancs alors que celui qui avait pris soin de moi depuis ce matin avait commandé des frites et un verre de limonade blanche. Pendant qu'il attendait d'être servi, il m'a demandé s'il pouvait finir les brochettes. Logiquement, j'ai dit oui. Sans faire attention à ma présence, ils ont continué à demander à Salah des nouvelles du maquis, des cousins maquisards, des exactions de l'Istigmar, le colonialiste, de notre famille, de leurs familles respectives, et à parler entre eux du programme du lendemain et finalement du quartier où chacun des trois allait vendre son tapis. Cela me convenait bien, car pour la première fois de la journée je me sentais sans pression. La crainte de me voir de nouveau subir une vague de questions s'était dissipée. Cela m'a suffi pour être rassurée. J'avais l'impression d'avoir retrouvé un semblant de cadre familial. J'observais les hommes du restaurant discuter, boire du thé ou des boissons que je ne connaissais pas. Elles m'avaient l'air délicieuses d'après la couleur et leurs bulles qui pétillaient à travers les verres usés, comme tout le reste du local vieux et défraîchi. Même le garçon qui nous a servi était vieux, il avait des cheveux gris. Chapitre 2. La rue Médée. Le lendemain, je m'étonnais de me réveiller dans la même pièce que mon père et les autres cousins. Il m'a fallu quelques secondes avant de réaliser où j'étais, et remettre mon esprit au niveau de la réalité présente et de celle infligée par la fureur, que je ne saurais décrire à cause du traumatisme, des événements de ces dernières 48 heures. Je ne voulais pas me lever de peur de les réveiller, et même si je me levais, que ferais-je dans cette chambre d'à peine une huitaine de mètres carrés ? J'irais où dans ce monde nouveau où tout me paraissait démesuré et gigantesque ? Alors, j'ai attendu patiemment que tout le monde se réveille en regardant le plafond délabré. Comme ils n'avaient pas l'air de vouloir sortir de leur sommeil, je trouvais le temps d'observer les différentes formes des écailles de la peinture colorée par la fumée des cigarettes de ses occupants et par celle du réchaud à pétrole. Ils n'avaient pas arrêté de fumer toute la soirée. J'ai pensé au roseau du plafond de notre maison qui était noirci par la fumée du feu que ma mère faisait pour faire cuire nos repas. Cela m'a donné la chair de poule car subitement des flashs de maman, de mes petits frères et de ma sœur défilaient dans ma tête. De multiples autres images incohérentes apparaissaient et disparaissaient dans mon esprit. Je voyais l'armée revenir fouiller notre village et trouver d'autres casemates, le village bombardé, rasé, les villageois fuir à travers champs, des cadavres déchiquetés. J'avais mal à la tête.
Je me suis levée pour aller aux toilettes. Au retour, j'ai été content de trouver tout le monde réveillé. Dans la matinée, avant de partir avec son tapis plié en long et posé sur son épaule, mon père m'a donné quelques conseils pratiques comme le lieu où prendre le déjeuner de midi et comment retrouver l'hôtel si jamais je me perdais. Tu iras chez Daman, au restaurant du rez-de-chaussée à côté de l'hôtel, je l'ai prévenu. Tu commanderas ce que tu voudras. Si tu as besoin de quelque chose d'autre, tu t'adresseras au réceptionniste. Pour ce qui est de notre domicile, continua-t-il en me montrant une statuette. Tu vois la tête de cette femme qui est fixée au-dessus de la porte, ce sera ton point de repère pour retrouver l'hôtel. Si tu n'arrives pas à retrouver ton chemin, tu la chercheras. J'ai écouté ses recommandations dans une indifférence et une froideur qui l'ont surpris. Il m'a demandé 2 fois si je comprenais. Comme je n'ai pas répondu, il a conclu. De toute façon, Salah restera avec toi toute la journée jusqu'à notre retour ce soir. Je lui ai donné de l'argent pour payer le repas de midi. J'étais tout de même rassurée de savoir qu'il y aurait des gens qui pourraient m'aider, en cas de besoin. Cette affirmation m'a plus rassurée que la sculpture de la dame figée au-dessus de la porte du 5, rue Médée et de plusieurs autres portes des immeubles voisins. Dans la matinée, une fois que tout le monde fut parti à ses occupations, Salah m'a proposé d'aller faire un tour au square et de me montrer la mer comme il me l'avait promis la veille. Nous avons fait les quelques centaines de mètres séparant la mer de l'hôtel en traversant le jardin public avec ses bancs et ses arbres disposés dans une parfaite ligne droite, sous tous les angles et perspectives. Nos arbres ne sont pas disciplinés, ai-je fait remarquer à mon cousin. Il m'a regardé d'un air étonné et m'a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai expliqué que les oliviers, les figuiers et les micocouliers ainsi que les autres arbres de nos montagnes poussaient dans le désordre et tous azimuts. Il m'a encore regardé avec un étonnement plus marqué, et a pointé son bras vers la mer en m'indiquant que le bateau titanesque qui était en train d'accoster en face de nous, arrivait de France. Il l'observait avec une certaine nostalgie, et ajouta d'une voix à peine audible. Dans 2 semaines, 17 jours exactement, je serai dedans pour aller rejoindre mes oncles à Marseille. Je dirai adieu à la misère, au mépris et à la guerre. Il paraît que là-bas, il y a du travail et en plus, il y a la paix. Mon oncle à la chimie m'a même dit que les gens en France ne font pas attention au handicap physique. Je vivrai enfin sans l'étiquette de borgne qui me colle à la peau depuis ma naissance. Tu te rends compte? Presque personne ne s'adresse plus à moi par mon prénom. D'un autre côté, je dois remercier Dieu, comme dit souvent ma mère, de m'avoir laissé l'autre œil, a-t-il ajouté d'une voix chagrinée. Je l'ai regardé, surpris par les paroles tristes de son monologue, et me suis rendu compte qu'il était tourmenté. J'ai failli lui dire que c'était la première fois que je remarquais son handicap, et que chez nous, dans notre famille, nous l'avions toujours nommé Salah quand nous parlions de lui. Mais je ne pouvais pas à cause de mon état d'aphasie, et peut-être aussi parce que je ne le connaissais pas assez pour lui exprimer mes sentiments de compassion. J'ai quand même réussi à lui demander si nous pouvions changer d'endroit. Il m'a dit d'attendre un peu, et il a ajouté. Tu sais, même quand je joue avec mes copains au domino à Tizi, quand nous perdons une partie, mes partenaires me traitent d'aveugle. Tout le monde ou presque pense que je suis à moitié humain, parce que je n'ai qu'un œil. J'ai hâte de partir au plus vite vers un monde nouveau, changer d'air, conclut-il. Plongé dans son rêve de voyage, son regard vague pointait tantôt vers le V du bateau, tantôt vers la mer et l'horizon silencieux. Il est resté immobile pendant un long moment sans prononcer un mot, les bras et le buste appuyés sur la balustrade. Il semblait que tous ses efforts de mouvement et d'expression étaient paralysés par l'émotion. Le voyant ainsi, je ne lui ai plus demandé de changer d'endroit. Je me suis laissé captiver par ce nouveau monde, et le spectacle fascinant de cette vitalité citadine. Tout était différent, les hommes ne portaient pas de burnous et la plupart d'entre eux étaient bien rasés, les habits des femmes n'étaient pas colorés comme ceux des Kabyles, la façade des immeubles était très propre et les toits n'avaient pas de tuiles rouges comme toutes nos maisons. Je regardais la mer et cette abondance d'eau, et me suis demandé pourquoi elle ne débordait pas. Comment ce bateau, maintenant immobile, et toutes les barques à côté de lui pouvaient flotter alors qu'aucun d'entre nous n'arrivait à tenir en surface dans le minuscule bassin de la rivière de notre village, malgré nos tentatives obstinées de chaque été.
À moins qu'il ne soit fabriqué en liège ? Sans avoir résolu l'énigme du paquebot et des barques qui se laissaient ondoyer comme les moustiques et les moucherons qui nageaient sur les flaques d'eau de notre fontaine, je me suis retournée et me suis adossée à la balustrade. Immédiatement, mon attention a été accaparée par les va-et-vient incessants des automobiles de différentes formes et couleurs que je n'avais jamais vues. Les curieux chapeaux noirs de leurs passagers semblaient tous différents. Les piétons dont certains étaient heureux et prospères passaient devant nous dans une douce tranquillité et une sérénité remarquables. Ceux-là ne paraissent pas être contrariés par la guerre, ai-je pensé. Des autocars laissaient sortir par leur pot d'échappement un bruit familier à chaque accélération, alors que d'autres semblaient ne pas avoir de moteur mais deux longs bras reliés à des fils suspendus au milieu de la chaussée, à plusieurs mètres du sol. Leurs passagers avaient l'air tristes et à moitié endormis. Les soldats les ont peut-être malmenés, ceux-là ? Ils leur ont peut-être volé leurs poules ? Comme pour empêcher ma pensée qui avait commencé à reprendre le chemin de l'enfer, ce qu'instinctivement la vue des soldats avait déclenché, je me suis retournée vers la mer et le port. Il y avait toujours cet énorme bateau, d'une élégance indescriptible, sur lequel je pouvais lire El Jazaïr qui flottait énigmatiquement et d'où maintenant déferlaient des centaines d'hommes civils et militaires et de nombreuses femmes sans voile, principalement françaises. Je me suis interrogée sur cette différence vestimentaire. Et plus que jamais, tous ces gens bien habillés déambulaient et semblaient moins pressés qu'hier et néanmoins différents par leur attitude nonchalante. Mais le plus attrayant du spectacle étaient ces machines colossales, avec un énorme bras, qui arrivaient à décharger méthodiquement du bateau sans aucun effort apparent, des camions militaires, des énormes caisses et des véhicules de différentes formes et couleurs. Comment une machine peut-elle avoir une telle force pour soulever un pareil poids ? Sans aller chercher de réponse à cette question, mon attention avançait plus loin et s'arrêtait pour apprécier la beauté féerique de l'eau animée. La dimension de ce bassin qui semblait toucher le ciel à l'horizon me stupéfiait silencieusement. La variété et l'élégance de ces spectacles m'émerveillaient tout simplement. J'ai pensé à Cheikh Sadi, mon ami et savant du village, et me suis promis qu'un jour je lui raconterai cet immense bonheur et lui demanderai aussi pourquoi cette eau ne déborde pas. Je sais qu'il me répondra sans penser que ma question est ridicule. Je suis restée focalisée pendant un long moment sur ces découvertes qui m'avaient embarquée dans une odyssée paisible et stimulante. Je calmais ainsi la souffrance du calvaire que j'avais vécu, il y avait à peine 48 heures. Pendant cet instant, moi aussi j'étais partie dans un rêve éveillé qui m'avait fait oublier la société et ses violences, la guerre et ses cauchemars, et si je pouvais, le reste de la terre. Je ne voyais même plus les patrouilles de soldats, qui ne cessaient de faire des allées et venues à quelques mètres de nous. J'avais aussi oublié la présence de mon compagnon, qui venait de me dire qu'il fallait rentrer pour déjeuner. Je lui ai demandé si on pouvait revenir après-midi. Oui, m'a-t-il répondu. De toute façon, nous n'avons rien d'autre à faire, a-t-il ajouté de sa voix naturelle maintenant qu'il était sorti de sa peine et de ses songes. Je l'ai remercié. Il m'a dit d'arrêter de le remercier, car tout ce qu'il faisait était normal. J'aurais aimé lui dire que je n'étais pas insensible à sa douleur, surtout depuis qu'il avait eu la considération de me faire des confidences sur ses sentiments et la souffrance infligée, involontairement ou pas, par ses amis et ses cousins. Néanmoins, ces problèmes étaient passés au second plan parce que le moteur qui synchronise les pensées dans ma tête était en train de s'éveiller grâce à toutes ces originalités que je venais de découvrir et qui marquaient ma curiosité, assoupie depuis quelque temps. Elles étaient venues bousculer le calme relatif, la désaffection légitime et le désespoir dans lesquels mon esprit était plongé depuis 3 jours. J'ai senti revenir la lucidité de mon cerveau d'enfant de 11 ans, qui venait de vivre en vrai une partie de ce qui n'était jusqu'à présent que de l'imaginaire à travers les contes des adultes en général et de ma tante Nana Fasma en particulier. Aussi, pour la première fois depuis que j'avais quitté le village, j'ai brièvement pensé avec clarté à ma mère, à ma tante et au reste de ma famille sans avoir un brin de nostalgie mais plutôt avec une douce mélancolie. Je me suis demandé ce qu'ils faisaient à ce moment précis. Cette résurrection m'a permis de retrouver une certaine capacité pour fébrilement réaliser que j'étais à Alger, et que j'étais en train de sortir de mon état catatonique.
J'ai même ressenti un plaisir de fierté à l'idée du jour où je raconterai à ma mère autour du Kanoun, foyer toutes ces formidables merveilles et découvertes. Je sais qu'elle m'écoutera avec beaucoup d'intérêt puisqu'elle est aussi curieuse que moi, et aussi parce que c'est très différent des bavardages et des commérages du village. Méziane me regardera d'un air ébahi, et me posera certainement des questions auxquelles je répondrai avec joie. Je sais aussi que je passerai des heures, sans avoir le besoin d'exagérer, à parler de tout cela avec les copains. Nous avons continué le chemin vers le restaurant avec une lueur de vie dans ma tête, et une envie de manger des frites ou même des haricots blancs pour faire comme les grands, ce que je fis avec en plus, le Selecto, une boisson colorée et gazeuse que le patron m'a servi en me disant quelques mots que je n'ai pas compris. Il s'était exprimé en arabe, langue que je ne parlais pas. Nous sommes sortis après que Salah eut décidé de finir le contenu de mon assiette en prenant soin de bien l'essuyer avec des morceaux de pain, et d'avaler d'un trait le reste de mon verre que je n'arrivais pas à terminer. Il s'est levé, a poussé un grand rot puis a remercié Dieu avec un hamdoullah qui lui venait de l'estomac et m'a dit « Viens, je vais t'emmener à la Blaist-les-Goudes, place du Cheval. Tu verras, il y a des spectacles, des distractions et beaucoup de choses extraordinaires à découvrir. » Je lui ai demandé si c'était loin. Il m'a répondu que c'était à 5 minutes de marche. « On retournera à la mer après ?» lui ai-je demandé. « Oui » m'a-t-il répondu sans hésitation. Nous avons descendu la rue Médée et avons emprunté la rue de Chartres où je me suis laissé distancer parce que je traînais derrière lui, absorbé par la variété de marchandises étalées à l'intérieur des vitrines alignées des deux côtés de la rue. Elles étaient pleines de bijoux et d'autres articles neufs aussi fascinants par leur forme que par leur beauté. C'était merveilleux et aussi féerique que la mer. « Pourquoi n'avances-tu pas ?» me demanda-t-il en m'attendant au milieu d'une foule qui fourmillait sans souci apparent. « Si je te perds, tu sais comment retourner à l'hôtel ?» J'ai hésité avant de répondre que je n'en avais aucune idée, à part la statuette de l'hôtel. « Dans ce cas, il vaut mieux retenir l'adresse où tu habites, Hôtel Médée 5 rue Médée. Retiens-la bien. C'est très important, elle pourra être utile surtout après mon départ. » J'ai dit oui, en la répétant instinctivement. Nous sommes arrivés à la place du Cheval, où il y avait des cercles formés par des hommes et quelques enfants autour d'un ou plusieurs individus qui donnaient de curieux spectacles. Nous nous sommes arrêtés brièvement, devant le cracheur de feu. Nous l'avons abandonné, attirés par les braillements d'un magicien qui allait faire apparaître un lapin dans son chapeau. Quand Salah m'eut traduit ce qu'il venait de dire, je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir pour observer ce phénomène citadin qui me paraissait extraordinaire. Le chapeau melon avait été malmené et manipulé dans tous les sens pendant de longs moments. Le magicien avait finalement produit un lapin jouet miniature. Tout le monde avait éclaté de rire. Je n'ai pas trouvé cela très drôle. J'avais envie de lui dire qu'il était un grand tricheur car un lapin est un lapin, et un jouet est un jouet. Dès que le faux magicien avait ouvert un carton et avait commencé à montrer des bouteilles miniatures, Salah m'a dit qu'il fallait changer de place comme l'avait fait spontanément toute l'audience. Nous nous sommes déplacés vers un autre cercle où 4 musiciens jouaient de la musique kabyle, avec des tambourins et des hautbois. J'ai aimé et Salah aussi. Nous avons passé le reste de l'après-midi sans bouger autour de ce spectacle innocent et agréable. Salah avait mis une pièce de monnaie, comme l'avaient fait la plupart des spectateurs, dans la chéchia du musicien de hautbois qui m'avait surpris par ses joues qui gonflaient comme des petits ballons quand il soufflait dans son instrument. J'avais voulu faire comme mon cousin, donner une pièce de monnaie pour le remercier, mais je me suis rendu compte que je n'en avais pas. Je n'avais pas envie de voir le plaisir de cette scène arriver à sa fin. J'aurais aimé passer tout le reste de l'après-midi devant ces hommes, à les écouter et les regarder répéter les mêmes gestes avec un plaisir certain visible sur leur visage. Sans le passage des patrouilles des soldats omniprésents, la guerre et ses frissons auraient été bien loin. En tout cas, les spectacles variés et saisissants de cette place du Cheval semblaient la faire oublier à toutes les dizaines d'hommes et d'enfants, spectateurs d'âge hétérogène. Le soir, nous nous sommes retrouvés tous les 5 dans notre chambre numéro 53. Mes cousins et mon père ont comparé le bénéfice, El-Feïda, réalisé par chacun. Ils avaient l'air contents de leur journée qui semblait avoir été lucrative.
Au bout d'un moment de discussion sur les nouvelles de la journée et surtout de la guerre, Mohandou Amar et Mohandou Moussa avaient commencé à préparer le dîner qu'ils allaient faire cuire sur le petit réchaud à pétrole. Pendant la préparation, ils avaient fait plusieurs tentatives pour engager un dialogue sur ma journée. Voyant que je ne réagissais pas, ils n'avaient pas insisté, d'autant plus que Salah était intervenu spontanément pour relater l'emploi du temps de ce qui était pour moi une journée impressionnante et de surcroît inoubliable. Mon père m'a demandé si j'aimais Alger. J'ai répondu oui. Puis il a enchaîné pour savoir si ce qui s'était passé au village m'avait affecté. J'ai dit que je ne savais pas. En réalité, la question avait remémoré pendant un court instant l'événement avec ses odeurs, les visages des cadavres, les militaires, les copains qui creusaient, la gravité et la température de l'air, les soldats et leurs visages, les murs et leur couleur grise, les portes criblées de balles, la pression de l'atmosphère, la tension, la mort. J'ai frissonné. Mohandou Amar m'a demandé si j'aimais la chekchouka, la ratatouille. J'ai encore dit oui sans savoir ce que c'était. Alors, tu vas te régaler puisque ce sera notre repas ce soir, dit-il d'un ton sérieux accompagné d'un sourire de satisfaction. Pendant ce temps, Salah était resté perdu dans ses pensées avant que mon père lui dise qu'il avait quelque chose à lui confier, s'il voulait bien le suivre dans le couloir. J'ai regardé mon père comme pour lui dire que je savais qu'ils allaient parler de la guerre ou de la maison, et peut-être même de moi. Ne les voyant pas revenir quelques minutes après, poussé par la curiosité, je suis sorti prétextant aller aux toilettes qui étaient à l'autre bout du couloir. Ils étaient là, tous les deux, devant la porte de la chambre 51 en train de s'entretenir à voix basse. Dès qu'ils m'aperçurent, ils furent surpris et se turent. Maladroitement, ils furent semblants de parler du repas de ce soir qui allait être délicieux selon mon père. J'avais une bonne envie de lui dire. Oui, c'est ça. Vous êtes sortis depuis un bon moment pour débattre du goût qu'allait avoir la chekchouka. Vous vous trompez si vous croyez que je vais avaler ça. Dans les toilettes, où j'ai laissé le robinet couler pour faire croire que j'étais dans la nécessité de m'y être rendu, j'ai réalisé que si j'étais capable d'argumenter, ne fût-ce qu'en silence, et de remarquer certains faits et dires des adultes, cela signifiait que je commençais à retrouver à nouveau l'aptitude de penser. J'aimais réfléchir, c'est la nature qui t'a fait comme cela, me disaient maman et ma tante. C'était ma façon à moi de replacer dans un contexte simple certaines décisions ambiguës prises par les adultes. Je suis revenu dans la chambre que mon père et Salah avaient rejointe, contents semblait-il de leur entretien secret. Dès mon entrée, un changement subit de sujet de conversation et d'attitude m'a rappelé cette impression de déjà-vu. Allez jouer dehors, nous disait mon père quand il était au village pour nous empêcher d'écouter la conversation entre lui et maman, conciliabule souvent sans intérêt pour nous. Seulement, ce soir il ne me l'a pas demandé car il aurait fallu que l'un d'entre eux m'accompagne. De mon côté, je ne pouvais pas me porter spontanément volontaire car de la chambre exiguë numéro 53, il y avait 5 étages à descendre dans le noir et je n'aime pas l'obscurité. De toute façon, il ne m'aurait pas laissé sortir. Même Salah n'osait pas sortir la nuit à cause des patrouilles et du couvre-feu. Dans ces conditions, sans savoir comment, je m'étais retiré de leur monde de spéculation politico-révolutionnaire et des plaisanteries d'adultes que je ne comprenais pas. Quand je les comprenais, je ne les trouvais pas à mon goût. Je m'enfermais dans le mien pour la plupart du temps. Je n'en sortais que brièvement lorsque l'un d'entre eux riait aux éclats, ou me demandait si j'avais encore faim ou si je voulais encore un peu de chekchouka. Allez, vas-y, prends-en encore un peu puisque tu n'en as pas assez mangé. Je répondais non. Il insistait avec le soutien de mon père et des autres. Je prenais un morceau de pain pour être tranquille. J'en mangeais un peu. Le reste, je le mettais discrètement dans ma poche avant de le jeter à la poubelle le lendemain. Ils reprenaient le chemin de leur univers animé par des débats et des suppositions des plus bizarres, et moi je reprenais le chemin diamétralement opposé, vers mon univers où je m'enfermais pour le reste de la soirée. Le lendemain matin, après que tout le monde fut parti à son travail, Salah et moi sommes descendus au café pour déjeuner ensemble. Leur café est imbuvable. Il a le goût du pois chiche, m'a-t-il fait remarquer. Tu prendras du lait chaud, du pain et du beurre, d'après ton père tu aimes cela. Pendant que nous buvions nos boissons chaudes,
Il a dit d'un ton malheureux qu'il n'avait pas envie de rentrer au village parce qu'il avait peur que d'ici son départ en France, il ne lui arrive quelque chose qui l'empêcherait de réaliser son rêve. L'expression de sa physionomie me faisait pitié chaque fois qu'il était triste, depuis qu'il m'avait fait réaliser qu'il était borgne. « Alors pourquoi ne restes-tu pas jusqu'au jour de ton départ ?» lui ai-je demandé. « Je n'ai pas assez d'argent pour tenir 15 jours. » Une fois le déjeuner terminé, il m'a demandé de l'accompagner à la gare après m'avoir fait répéter pour la énième fois l'adresse de l'hôtel. Il m'a aussi promis de venir un jour ou deux avant de prendre le bateau pour me montrer la rue Illy et la Grande Poste, et peut-être même monter jusqu'à Bab Jedid. Une centaine de mètres avant d'arriver à la gare, il m'a dit au revoir. Et surtout fais attention à toi, a-t-il conclu avant de me tourner le dos pour prendre la direction des quais. Je suis remonté du bastion pour reprendre le chemin de l'hôtel, et je me suis rendu compte que mon cœur battait plus vite d'émotion de le voir repartir. J'allais rentrer à l'hôtel sans son ombre rassurante qui ne m'avait pas quitté depuis Maryse, le village de nos ancêtres. Je n'avais plus personne pour m'accompagner ou à suivre. Cela venait de laisser une sensation de vide inattendu dans cette jungle citadine, où je venais à peine de pénétrer et où j'observe déjà le manque d'intimité. Je ne savais pas comment gérer cette nouvelle situation assombrie soudainement par la solitude, sinon demander à mon père de me renvoyer à la maison. Une angoisse intense s'était emparée de moi, et avait créé un sentiment de mélancolie anxieuse suivi d'une impression d'isolement profond. Affolé et complètement dégaré dans la solitude accablante, je suis rentré à l'hôtel en courant, d'abord pour m'assurer que je pouvais bien retrouver mon chemin, ensuite pour être dans un lieu sûr et m'enfermer dans la chambre 53. J'étais saisi par une sensation intense de désespoir car je me sentais abandonné et démuni de tout sens. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. J'ai essayé de me concentrer pour penser à ce que j'allais faire dans l'après-midi, mais mon esprit se heurtait à une difficulté quelconque empêchant le bon fonctionnement de mon cerveau. Tous les chemins de consolation que j'ai essayé d'emprunter semblaient pleins d'obstacles infranchissables. Je demeurais impuissant. J'ai pensé à maman et à ses douces paroles de consolation. Elle était loin. J'étais à la fois triste et désemparé. Involontairement, j'ai dormi profondément toute la journée jusqu'à l'arrivée de mon père à la tombée de la nuit. Ce long sommeil ne s'était jamais renouvelé pendant le jour, hormis quand il avait été imposé occasionnellement par des conditions de santé. De mémoire, toute ma vie je ne me souviens pas avoir dormi plus de 7 heures. Pour cette raison en tant qu'adulte, je n'ai jamais souffert les gens qui passent leur temps à dormir. Dans cette vie que tous les hommes trouvent très courte, je considère que toute minute passée dans un sommeil inutile est une minute de bonheur perdu. Dès qu'il était entré dans la pièce, suivi de mes 2 cousins, il avait posé son regard sur moi et avait tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que tu as » m'a-t-il demandé d'un air inquiet, pendant que ses 2 inséparables compagnons, immobiles devant la porte, m'observaient avec une curiosité mêlée d'étonnement. Comme je restais muet, il a insisté. « Qu'as-tu donc » J'ai hésité pendant quelques secondes avant de répondre d'une voix que j'ai crue convaincante. « Je veux rentrer à la maison. » L'effet de ma déclaration d'intention a été celui du soulagement de tout le monde manifesté par le soupir à peine voilé de mon père, un léger sourire de Mohamed Ouammar, et une indifférence qui concordait avec les sentiments et la personnalité de Mohamedou Moussa. Ils avaient repris tous les 3 les petites habitudes de leurs gestes quotidiens. Ils ont d'abord enlevé leur cache-poussière et leurs chaussures avant de vider leur couffin plein de légumes et d'entamer la préparation du dîner. Mon père est venu s'asseoir à côté de moi, et m'a demandé pourquoi je voulais rentrer. Pour éviter d'entrer dans un débat que je savais perdu d'avance par expérience, je lui ai répondu. Parce que je veux rentrer, c'est tout. Retourner au village est dangereux pour un grand garçon comme toi. Il vaut mieux rester à Alger, c'est plus sûr, a-t-il répliqué. Comme je ne savais que lui répondre, il a continué. Tu sais, les nouvelles qui nous parviennent de là-bas ne sont pas très bonnes depuis quelque temps. J'ai réagi en lui disant que je pouvais aller chez Salah. Il m'a rappelé que c'était encore plus dangereux chez lui, avant d'ajouter. Demain je vais discuter avec Djilali, le patron de l'hôtel,
pour voir si tu peux rester avec lui à la réception. J'ai dit que je ne voulais pas rester toute la journée à la réception. Je lui ai demandé si je pouvais aller à la place du cheval. Il m'a répondu qu'il lui demanderait de m'y accompagner. Tiens, mange un peu de pain, tu dois avoir faim, m'a dit Mohamed Ouammar d'un ton laconique. Djilali nous a dit que tu n'étais pas sorti depuis ce matin, a ajouté Mohamedou Moussa d'un air nonchalant. J'ai pris le morceau de pain frais, et je n'ai plus rien dit de la soirée, même face aux quelques plaisanteries sur le plat de ragoût raté de Mohamedou Moussa et leurs provocations teintées d'ironie sur mon souhait de rentrer. Je restais de marbre. Chapitre 3. Les journaux neufs. J'ai fait connaissance avec Djilali, le réceptionniste et propriétaire de l'hôtel que je devrais désormais appeler, sur instruction explicite de mon père, Dad Djilali par respect. J'ai partagé avec lui la journée pendant que mon père et mes cousins étaient partis vendre leurs tapis dans une des banlieues d'Alger, Kouba. Ils avaient quitté l'hôtel vers 8 heures après m'avoir laissé à mon nouveau tuteur, en me précisant qu'ils rentreraient vers 16 heures. Dès qu'ils sont partis, Dad Djilali m'a confié qu'il avait 9 enfants, 6 filles et 3 garçons dont les plus jeunes étaient scolarisés à quelques centaines de mètres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.